Et je passe tout de suite la parole à Madame Borne, qui a accepté donc de soutenir son libraire de quartier, son libraire depuis, en ce qui me concerne, une bonne quinzaine d'années, je crois. En tout cas, je suis là depuis une quinzaine d'années, je crois que vous êtes... Ouais, oui. Et au-delà de nos fortes divergences politiques, nous nous apprécions mutuellement pour des tas de raisons, y compris pratiques. Et donc nous... Je suis une bonne cliente de monsieur. Voilà. Enfin, vous étiez... jusqu'à ce que vous arriviez voilà. à la magistrature suprême, si j'ose dire, mais de nouveau. Et donc là, je vous laisse avec votre public de quartier. Donc après ça, il y a une petite, il y a donc la dédicace, après les échanges avec le public qui est présent, accompagné donc la dédicace d'une collation. Et maintenant, eh bien, encore une fois, Elisabeth Borne, merci à vous. Merci. Du coup, je peux pas me lever pour parler? Non. Mais vous voyez, j'ai organisé les choses pour que tout le monde soit vraiment à portée de voix et tout près de vous. Très bien. Alors, je commence peut-être par un tout petit mot très rapide sur le livre. Peut-être pour vous dire que moi, j'ai ressenti à la fois le besoin et l'envie d'écrire ce livre pour partager une page d'histoire dans un moment marqué par des très nombreuses crises. On sortait de la crise du Covid au moment où j'ai été nommé. Évidemment, il y avait déjà l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec des conséquences de crise énergétique, avec évidemment ensuite un impact sur le retour d'une inflation qu'on n'avait pas connue depuis des décennies, et donc des enjeux très forts de pouvoir d'achat pour toutes les Françaises et tous les Français. Évidemment, il y a des réformes sur lesquelles peut-être on reviendra, des retraites qui a conduit à un moment une tension sociale forte. Puis on a eu ensuite les émeutes urbaines. Moi, j'ai ensuite repris, là aussi j'imagine qu'on y reviendra, l'examen du budget à l'automne 23 avec ce que ça suppose pour faire adopter un budget. Donc beaucoup de présence à l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité du gouvernement au travers du fameux article 49.3, et puis une loi immigration pour terminer, qui... Il y a une demande du public, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Très bien. Mais sans vous lever. Je précise que de toute façon, tout ça a été enregistré et sera parfaitement audible. Donc, je vous invite tous, éventuellement, à tendre un peu l'oreille. Mais si je me lève, ça ne changera rien. Bon, tout le monde est à bonne hauteur. Voilà. Bon. Alors donc, voilà. Et silence dans les rangs, c'est tout. Donc, peut-être dire aussi que c'est un contexte qui était marqué par une situation inédite à l'Assemblée nationale de majorité relative. Alors Michel Rocard avait connu une situation qui ressemblait un peu, mais qui était quand même très différente, puisque moi il me manquait 40 voix pour faire adopter chaque texte. Moi je raconte aussi ce livre avec le regard de quelqu'un qui a eu une vie avant la politique, puisque quand Emmanuel Macron m'a nommé, moi j'étais PDG d'une très belle entreprise publique qui vous transporte peut-être tous les jours, la RATP. Et évidemment, quand on vous propose d'être nommé ministre, c'est un honneur, c'est l'occasion de porter des politiques auxquelles vous croyez à l'échelle nationale, mais en même temps, il y a un contraste énorme entre l'action que vous pouvez avoir à la tête d'une entreprise et puis ce que vous portez comme ministre ou comme première ministre, où la traduction dans la vie concrète de vos concitoyens est beaucoup plus difficile dans le second cas. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de changer concrètement la vie des gens. Et c'est évidemment plus facile quand vous avez les manettes de la RATP que quand vous êtes ministre ou à la tête d'un gouvernement. Peut-être dire aussi que j'avais ressenti le besoin de prendre du recul après, j'ai été 5 ans ministre, puis 20 mois première ministre, donc après un tourbillon de près de 7 ans, j'ai eu envie de dire qui je suis, mon parcours, pourquoi je m'engage, et puis donc de revenir sur certains moments forts. Dans le livre, je raconte aussi mon histoire personnelle, parce que c'est une histoire que j'ai personnelle et familiale, parce que quand j'ai été nommée Première ministre, tout le monde connaît votre adresse, donc du coup vous recevez beaucoup de témoignages
Et moi, j'ai appris des choses sur l'histoire de ma famille. Donc mon père qui a été arrêté plusieurs fois, puis in fine déporté comme apatride résistant juif, qui a survécu au camp de concentration, qui s'est suicidé quand j'avais 11 ans. Donc ma mère s'est retrouvée sans ressources. Moi j'étais pupille de la Nation. J'ai donc pu bénéficier d'une bourse, ce qui m'a permis d'intégrer l'école polytechnique, où heureusement j'étais payée, ce qui comme ça m'a permis de faire des études. Puis je suis devenue préfète de région, PDG d'une grande entreprise publique, ministre, puis première ministre. Et donc je vous dis, j'ai découvert des pans de mon histoire par les témoignages que j'ai reçus. Et en même temps, j'ai pu mesurer dans un monde qui est parfois assez violent, il faut le dire, à quel point cette histoire me donne de la force. Parce que finalement, quand ça peut arriver, vous avez des collègues, un environnement qui vous fait des petits croche-pieds, vous vous dites finalement, c'est pas bien grave. Moi, mon père a survécu à la marche de la mort entre Auschwitz et Buchenwald, donc ces petites mesquineries, c'est pas trop grave. Et puis dire aussi que c'est sans doute au fondement de mon engagement politique, parce que cette histoire qui fait que vous pouvez venir d'une famille qui n'a pas forcément des ressources, ne pas avoir tous les codes, et néanmoins, par votre travail, par votre engagement, occuper les plus hautes responsabilités, c'est finalement ce que je souhaite à tous les jeunes de notre pays. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Peut-être pour finir, évidemment, il est question dans ce livre du président de la République Emmanuel Macron. Alors il y a un enjeu de relations personnelles parfaitement fluide et cordial, mais au-delà de ça, peut-être moi j'évoque ce sujet-là, de même que la question de la majorité relative, parce que je pense qu'au fur et à mesure des évolutions qui ont été apportées, des réformes qui ont été apportées à notre Constitution, il y a une vraie ambiguïté sur les rôles respectifs du président de la République et du Premier ministre. En fait, la pratique fait qu'on n'est plus du tout dans la lettre et l'esprit de la Constitution, dans lequel le président est au-dessus de la mêlée, finalement a un rôle d'arbitre, de garant de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, et où le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Ça ne se passe pas exactement comme ça, et ça ne se passe pas exactement comme ça, notamment, je pense, depuis la réforme de 2000, qui nous a fait passer à un quinquennat avec l'inversion du calendrier des élections présidentielles et législatives. Donc, avec cette inversion du calendrier qui fait que finalement le président de la République est quasiment obligé de faire campagne sur un programme gouvernemental, et à la fin il se sent obligé d'appliquer son programme en se disant que de toute façon si ça ne marche pas c'est à lui qu'on le reprochera. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de questions institutionnelles qui mériteraient d'être abordées, et je propose un certain nombre d'évolutions dans mon livre. Peut-être pour conclure et avant de répondre à vos questions, dire que ce que j'aimerais que chacun puisse retenir en lisant ce livre, c'est qu'on peut s'engager en politique pour différentes raisons. Certains le font pour faire carrière, mais on peut aussi le faire en ayant sa vie professionnelle déjà bien avancée, et finalement dans le souci de servir son pays, et c'est mon cas. Voilà. Merci. Bravo. Il y a-t-il des questions dans le public, hein? Oui. Alors. Mais... oui, bon, je vais enregistrer la question. Allez-y. Bon, moi j'ai acheté votre livre à 18h45, donc je l'ai parcouru, mais il y a 2 pages. J'ai 2 questions. À un moment donné, ma question n'est pas naïve, vous allez comprendre. Page 142, vous parlez des lois de programmation qui constituent les plats de résistance de notre menu. Et ça m'intéresse hautement. Si vous pouvez expliquer à tout le monde la conséquence de ces lois de programmation. La deuxième question, La deuxième question, c'est quand vous relatez La Nuit Noire, sur votre famille, tout ça. Évidemment, moi, ça me relance sur Pierre Mendès France. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma question est beaucoup plus personnelle. Quelle est votre posture en matière de morale politique? Vous voyez? Oula. Bon,
Voilà. Alors attendez, sur les lois de programmation, c'est une loi de programmation... Sur le principe, est-ce qu'il y a des conséquences que ça a sur les années qui viennent? En fait, on a fait. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il y a des attentes importantes de nos concitoyens de mieux répondre à leurs attentes. C'est le cas sur la recherche. Donc on a une loi de programmation sur l'enseignement supérieur et la recherche, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui doivent accéder à l'enseignement supérieur, qu'on est dans une concurrence mondiale où la capacité de notre pays à tenir sa place suppose qu'on consacre beaucoup d'argent à la recherche. Donc on a bâti une loi de programmation sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis on a 3 lois que que mon gouvernement a portées. Une loi de programmation qui renforce les moyens de nos forces de sécurité, policiers et gendarmes. Une loi de programmation qui renforce les moyens de notre justice. Peut-être que chacun ait en tête que la justice, elle est très décriée dans notre pays. Et moi, pour avoir été préfète, je sais que c'est extrêmement frustrant quand vous avez des policiers et des gendarmes qui peuvent arrêter des délinquants et qui trouvent qu'il n'y a pas de réponse ou qu'on les a relâchés. Simplement, il faut qu'on ait en tête qu'alors que notre pays est sans doute le champion du monde de la dépense publique, la part du budget du ministère de la Justice rapportée à la richesse nationale doit nous mettre derrière l'Albanie. Donc on peut râler sur le fait que la justice ne fait pas son boulot, mais la justice n'a pas de moyens. Donc je pense que c'est essentiel de donner des moyens au ministère de la Justice. Et puis, dans un contexte que chacun a en tête, avec la guerre aux portes de l'Europe, avec des troubles et des guerres au Proche-Orient qui ne cessent de s'étendre, avec des États-Unis qui finalement considèrent que leurs enjeux sont plutôt dans l'Indo-Pacifique que sur l'Europe, il est absolument indispensable de renforcer les moyens de notre défense. Et donc du coup, on a prévu de doubler entre 2017 et 2027 les moyens de nos armées et de parvenir à plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors évidemment, tout ça c'est des dépenses. Ça suppose qu'on puisse les financer, et pour les financer, il faut qu'on puisse avoir de l'attractivité, de la compétitivité dans notre pays, créer de la richesse et des emplois. Et ça ne facilite pas la préparation d'un budget, parce que si vous voulez tenir une trajectoire d'une loi de programmation, ça vous oblige à chercher des marges de manœuvre ailleurs. Mais en tout cas, je pense que c'est important de pouvoir donner de la visibilité, et y compris, si on se met dans le domaine de la défense, pour que nos industriels se préparent à répondre. Il ne faut pas dire qu'ils aient l'habitude de répondre d'un claquement de doigts, et donc de leur donner de la visibilité, je pense que c'est important. Sur la morale en politique... Oui, sauf que par rapport à la programmation, on peut les ajuster par décret que 10%. Oui, enfin on a essayé de les respecter déjà, ces lois de programmation. Et objectivement, parce que vous avez, chacun a pu voir les conséquences ces derniers jours de la difficulté de construire un budget dans le contexte actuel. C'est vrai qu'a priori, c'est important, même quand on a une situation budgétaire qui n'est pas simple, de ne pas sacrifier des enjeux de sécurité au sens large pour notre pays. Mais donc ça suppose de trouver des réformes ailleurs. J'ai bien compris qu'ici il y a des gens qui trouvent que la réforme des retraites n'était pas une très bonne idée, mais vous voyez, comme on est un des pays dans lequel on travaille moins chaque semaine, moins chaque année et moins d'années, finalement se dire que au fur et à mesure que l'espérance de vie s'allonge, il peut y avoir une logique à travailler plus longtemps, et que les différentes réformes que moi j'ai portées dans le champ du travail, de l'emploi, des retraites, ces 30 milliards d'économies, c'est aussi se donner des marges de manœuvre pour financer la transition écologique, la réponse à nos besoins de sécurité, la réponse aussi à nos besoins en termes d'innovation et de recherche. Voilà.
la morale politique. Voilà. Mais alors peut-être là, si on peut préciser... Oui, parce que c'est brièvement. très très large. C'est une question qui est un peu large. Moi, je voudrais, peut-être pour l'orienter, évoquer ce que j'ai évoqué l'autre jour quand nous nous sommes vus brièvement, en rapport avec notre expérience commune, alors que vous étiez ministre du Travail, et qui est une des choses qui ont contribué... parmi beaucoup d'autres, à notre estime réciproque. C'est donc, je vous ai rappelé que toutes les choses que nous avions mises en place, extrêmement positives, sur la base de vraiment une consultation des intéressés, c'est-à-dire les apprentis, les gens en alternance, la formation permanente, la librairie, le métier de libraire étant très demandeur, comme pratiquement toutes les PME artisanales et les TPE en France, vivier d'emploi, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous aviez procédé à une refonte extrêmement positive, et c'est le communiste en désaccord total avec les mesures prises par ailleurs par Madame la ministre Escalité à l'époque, qui le dit donc en toute objectivité. Et je vous ai annoncé que dès votre départ, votre successeur, Attal, la première des choses qu'il a fait, c'est abolir tout ça et ne l'a remplacé par rien. Donc, c'est à ça que je raccroche l'idée de morale politique, ou en tout cas, peut-être que vous pourriez répondre à la question de monsieur en me donnant votre avis sur le fait que donc toutes ces choses qui étaient extrêmement positives, qui a été faites là vraiment avec une concertation avec la société civile, avec les premiers intéressés, et qui était totalement efficace, a été abolie d'un trait de plume et remplacée par rien. Quel est votre commentaire? C'est vraiment la vraie question. Bon, c'est enregistré, donc je comprendrai que vous éludiez peut-être un peu la question, mais enfin, éventuellement, vous lui répondrez... Non, en fait, je vais vous dire, ça renvoie un peu à ce que je disais précédemment. C'est que c'est compliqué de faire des économies dans notre pays. Et pour ceux qui ont suivi les débats budgétaires... vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où, quand vous proposez de couper des crédits, vous n'avez pas une levée de bouclier. C'est-à-dire, vous dites peut-être qu'on peut faire des économies dans le millefeuille des collectivités, et là vous avez des hurlements des collectivités. Peut-être qu'on peut faire des économies sur les aides aux entreprises, et là évidemment vous avez des hurlements au moment où on a une conjoncture économique qui se dégrade. Bon. Je pense que c'est très important de préserver tous les dispositifs qui préparent l'avenir. Et moi, je suis convaincu que c'est le cas de la transition écologique, c'est le cas de l'innovation et de la recherche, c'est le cas de tous les dispositifs qui facilitent l'entrée de nos jeunes dans la vie professionnelle pour accéder à un métier qui leur plaît. Donc, c'est pas là où on a envie de couper de l'argent, c'est pas là où, à titre personnel, j'aurais coupé de l'argent. D'ailleurs, vous avez la conséquence immédiate, c'est-à-dire la remontée du chômage et de la perte d'emploi. Donc, je dirais pas que c'est lié uniquement à ça, mais c'est évident que c'était une ânerie. Je ne vous demande pas d'approuver, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi, c'était une ânerie, surtout au motif qui a été évoqué, c'était de dire, mais de toute façon, ils embaucheront les apprentis. C'est-à-dire qu'ils ont oublié qu'il s'agissait des PME, des TPE, du vivier des millions de petites entreprises en France qui sont le principal vivier d'emploi, et qu'effectivement, ce genre de dispositif n'était pas adapté aux gens qui fréquentent dans leur dîner en ville, vous voyez de qui je veux parler, et qui, eux, de toute façon, vont utiliser ces aides pour faire du profit, ce qui n'est pas du tout le cas des autres. Donc, je dirais, et c'est là qu'on en revient à la morale politique, et peut-être, au-delà de nos divergences, je sais que nous sommes d'accord, ça veut dire que c'est pas seulement immoral, parce que c'est idiot. Voilà, enfin, de mon point de vue. Je ne vous demande pas de dire que Attal, ou ceux qui l'ont conseillé, est complètement idiot, mais je veux dire qu'en tout cas, ça, il pourrait foutre à la porte, il peut plus maintenant de toute façon, mais ses successeurs pourraient s'inspirer de ce qui avait été fait à ce moment-là et qui avait été extrêmement efficace. Oui. Mais vous voyez, je pense que ce que je regrette, et moi je pense que on a besoin aussi de réfléchir à nos institutions, à notre mode de scrutin aux élections législatives, pour qu'on sorte d'un affrontement systématique en politique et qu'on puisse arriver à débattre. Et arriver à débattre, ça veut dire se dire qu'on
on a une dépense publique qui est trop importante aujourd'hui par rapport à notre richesse, soit on arrive à créer plus de richesses, et c'est ce qu'on a essayé de faire, mais là on nous dit faites des cadeaux aux entreprises, on ne fait pas des cadeaux aux entreprises, on essaie de soutenir la compétitivité, l'attractivité de notre territoire, mais en tout cas, et quand on veut faire des économies, soit vous faites des coups de rabot, et par principe des coups de rabot c'est rarement intelligent, soit on réfléchit à des transformations un peu plus structurelles de notre pays. Et là, il faut qu'on arrive à trouver une façon de se parler dans le pays pour pouvoir partager des chiffres, partager des faits, et pas s'engueuler sur des réseaux sociaux, et pas se faire lessiver le cerveau par des chaînes d'information continues, mais avoir des vrais débats de fond pour parler des vrais problèmes de notre société. Alors là, tout d'un coup, ça devait inspirer les gens. Il y a je ne sais pas, il y a monsieur, mademoiselle. Allez, mademoiselle, que j'avais vu en premier. Allez-y, votre question. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Par rapport à ce que vous disiez sur la place du débat et le fait qu'on a une discussion politique aujourd'hui qui n'est pas forcément une discussion, est-ce que vous pensez que les communautés territoriales ont un rôle à jouer dans ça aussi? Parce que comme on est face à des institutions qui sont plus de terrain, on va dire, peut-être que donner plus de poids et plus de voix aux élus locaux qui finalement, eux, rencontrent les gens, font face à leurs problématiques. Est-ce que finalement, leur donner donner à leur voix plus de hauteur, c'est le mauvais mot, mais est-ce que finalement ce ne serait pas une solution? Je vais prendre. Alors, vous voulez répondre? Non, mais peut-être, voyez. On répond tout de suite à cette question. Complètement ce que vous dites sur le fait que quand j'étais Première ministre, j'ai tenu à rencontrer régulièrement, à faire des dîners avec des élus locaux. Parce que quand vous voyez l'ambiance à l'Assemblée nationale, où chacun est enfermé dans son bloc, et vous avez un comportement à l'Assemblée qui donne une image déplorable de la politique. Je voyais une enquête qui dit que 87% des Français pensent que les responsables politiques s'engagent pour leur propre intérêt, donc c'est absolument dramatique. Vous allez dans des collectivités locales et vous voyez les élus locaux, et je vous dis, ça me faisait un bien fou de les rencontrer. Là, vous avez des maires qui, dans leur conseil municipal, ne sont pas en train de s'invectiver sur des dogmes, prennent des sujets du quotidien et, de façon transpartisane, essayent d'apporter des réponses. Donc vous avez un contraste assez saisissant entre une Assemblée nationale où vous êtes bloc contre bloc et des conseils municipaux, des conseils départementaux qui sont en prise avec le quotidien de nos concitoyens et qui, de façon transpartisane, ne se demandent pas si rénover l'école, c'est de droite ou de gauche. Se demandent pas si végétaliser l'espace, c'est de droite ou de gauche. Sont tout simplement en train de régler des problèmes du quotidien. Donc moi je crois, face à ça, c'est pour ça que je fais des propositions de passer à un mode d'élection à l'Assemblée nationale qui évite cette logique de bloc. C'est un scrutin proportionnel départemental, et que je pense qu'il faut dans le même temps réintroduire une forme de cumul des mandats, de possibilité de cumul des mandats, pour que ces gens qui sont ancrés dans la réalité du quotidien et qui ont à cœur de régler les problèmes des Français puissent avoir leur place à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, on va passer aux autres questions. Juste une incise. Je peux vous dire, évidemment, qui ne pourrait ne pas être d'accord avec ce que vous avez dit des communautés, des instances territoriales. Mais alors, comme vous le savez, on ne va pas développer ça, on en reparlera une autre fois. Ici, malheureusement, c'est une catastrophe. La mairie du 14e, donc c'est le contre-exemple parfait. Monsieur. Moi, je vais vous parler de quelque chose de plus très concret sur l'éducation, parce que quand même, moi je trouve qu'il y a comme le sujet, c'est l'éducation. Et moi, je ne me résous pas à lire
que les résultats des petits Français sont de plus en plus mauvais. Il y a eu une... Donc la question, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps... Qu'est-ce qu'on fait pour que les filles soient bonnes en mathématiques, madame Maud? Parce que vous avez été très bonne en mathématiques. Non mais ce qu'on constate, c'est quand même... Les garçons aussi, hein, je peux vous dire qu'il y a un sérieux problème. Moi, je ne comprends pas. On met beaucoup d'argent dans l'école et il n'y a pas... les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et si on n'a pas des bons résultats en termes d'éducation, mais qu'est-ce qu'on va devenir comme pays? Et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, je vous avoue franchement. Ça aussi, c'est un vaste problème, mais... Alors peut-être, pour résumer la réponse... Le sujet global, il est gigantesque. Oui, je pense qu'on peut faire un débat, un long débat Oui, sur le vrai. sujet, mais sur la question précise des mathématiques, vous voyez, je pense qu'on a un énorme problème sur la formation des professeurs des écoles, Ouais. sur le recrutement et la formation des professeurs des écoles. Il se trouve que vous avez, je crois, 90% des professeurs des écoles qui viennent de filières littéraires Tout à fait. et donc qui vraisemblablement n'aimaient pas les maths. Et du coup, je pense que quand vous n'aimez pas les maths, peut-être que vous ne donnez pas envie aux jeunes de faire des maths. Ensuite, il y a un énorme sujet sur les filles, parce que toutes les enquêtes vous disent que avant de rentrer en CP, l'envie, l'appétence des filles pour les matières scientifiques et techniques est à peu près équivalente à celle des garçons. Et au bout du CP, vous avez décroché 20 ou 30 points. Et moi, je vais vous dire, je vais régulièrement dans des écoles de ma circonscription, qui n'est pas tout à côté d'ici, mais dans le Calvados. En fait, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais vous remarquez que le professeur des écoles, quand on fait des maths, interroge les garçons. Ah bon? Bah oui. Bon, Donc, comme du le coup, problème non, mais est, donc, est- du coup, est du coup, énorme... tout ça pour dire, je pense qu'on a un énorme sujet de formation des professeurs des écoles, que je crois que, alors moi il se trouve que... Et de recrutement. Y il fut compris... un temps où on était moins éloigné, puisque j'étais au cabinet de Lionel Jospin quand on avait créé les IUFM, et que la suppression d'un dispositif de formation spécifique pour les professeurs des écoles est catastrophique. Et qu'il faut renouer, et c'est un des projets qui était porté en tout cas par mon gouvernement, il faut recréer une formation qui attire, d'abord qui ne demande pas forcément aux professeurs des écoles d'avoir un master. Peut-être que quand on a un master en sociologie, on n'est pas le mieux placé pour enseigner les maths à des jeunes, et de fait on est arrivé à ça. Donc le mode de recrutement est totalement dysfonctionnel, et je pense que il y a une reformation à faire des professeurs des écoles existantes, et sans doute à remettre en place un vrai système de formation. Mais surtout pas les IEFM de Jospin, on en reparlera. Bon, Oui, qu'on avait d'accord un sur quasi l'idée, point d'accord. mais parce que le résultat de ce qu'a fait Jospin et les IEFM, c'est justement le merdier qu'on a actuellement. Monsieur, Donc je Vous reviens avez sur les très belles pages que je vous conseille de lire tout de suite. Pour une démocratie apaisée, C'est ça. avec des mots magnifiques sur la raison, l'écoute, le compromis. Il faut aussi se persuader que la solution ne préexiste pas à la discussion, mais naît de la négociation. Alors, quand vous dites ça à vos collègues élus, comment réagissent-ils? Alors, en fait, j'ai Oui, la question. une seule question. Vous êtes pour la proportionnelle, moi aussi je suis devenu, mais est-ce que vous allez jusqu'à la suppression de l'élection présidentielle au suffrage universel, qui est l'image parfaite des deux blocs qui s'affrontent? mais là vous êtes en train de nous décrire le retour à la 4e République et bientôt à la 3e, avec les beaux résultats qu'on sait. Bon, bref, je vous laisse répondre. Alors, moi je pense que, peut-être juste pour répondre à votre question, c'est quand même étonnant de voir qu'il y a eu une constitution qui a été faite en 1958. Et puis, en 1962, on a changé en fait un point majeur. L'élection du président de la République au suffrage universel, c'est un point majeur. Et en fait, on n'a rien changé d'autre dans la Constitution. Donc, on a commencé à créer des déséquilibres au sein de cette Constitution qu'on a cessé d'aggraver jusqu'à la réforme de 2000, dont vous aurez compris que je pense que vraiment
c'était une mauvaise idée. Je crois que les Français sont très attachés à l'élection du président de la République au suffrage universel. Par contre, je pense qu'il faudrait revenir à l'esprit de nos institutions et que, par exemple, ça existe dans certains pays autour de nous, au Portugal, le président de la République est élu au suffrage universel, mais il ne préside pas le Conseil des ministres. Et du coup, les choses sont claires. Celui qui détermine et conduit la politique de la nation, c'est le Premier ministre, et on élit quelqu'un qui a vocation, précisément, dans un pays qui est extrêmement fracturé, à être le symbole de l'unité du pays. Et je suis convaincu et que les réseaux de transport, de RER qui sont en mauvais état, le manque de transport en commun dans beaucoup de territoires, je peux vous dire quand vous êtes dans un territoire rural comme ma circonscription, ou quand vous êtes une personne âgée, vous ne pouvez pas aller au marché, vous ne pouvez pas aller chez le médecin, vous vous demandez même comment vous allez voter, ça c'est un vrai sujet. Et du coup j'ai annoncé qu'on arrêtait les grands projets. Alors là du coup on se dit oula, bon ça a un peu tangué, on a passé des mois de concertation avec tout le monde, et à la fin on a fait passer cette loi qui a dit l'argent en tout cas de l'État, il va aller prioritairement au transport du quotidien. Et les gens ont fini par admettre qu'on ne peut pas s'occuper uniquement des TGV, parce que en général, je crois qu'on ne prend pas tous le TGV le matin pour aller au travail, mais par contre, améliorer la mobilité du quotidien et s'assurer qu'on sort de cette assignation à résidence qu'on a dans certaines banlieues, dans certains territoires ruraux, c'est important. Donc moi je crois à la nécessité de prendre du temps pour bâtir des compromis, de rechercher des coalitions, et ça c'est plutôt le scrutin proportionnel. Alors, ça va être les deux dernières questions, parce qu'après on n'aura plus de temps pour la dédicace, ce serait quand même embêtant. Donc mesdames, on va prendre les deux questions, comme ça on va... Et puis il y en a une là-bas. Bon, et la troisième, mais c'est la dernière. C'est assez court. En réalité, déjà je voulais commencer par le début, c'est-à-dire remercier Elisabeth Borne d'être là. J'habite le quartier, voilà. Et je pense aussi que c'est l'occasion pour nous, non pas en étant réducteur au sens de la femme, mais de saluer le parcours d'une femme, et un parcours exemplaire, je trouve. Et qui aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, à laquelle nous assistons, montre que vous étiez très au-dessus de la mêlée. Et la question. Donc déjà, merci beaucoup. Oui, la question. Non, mais laissez parler madame. Non, excusez-moi, mais le problème après, c'est que vous allez voir, c'est mon côté stalinien que je vous ai annoncé, on va être pris par le temps. Madame me connaît bien. Mais j'ai la chance de présider une association littéraire parmi les plus anciennes en France, donc je voudrais qu'on revienne au livre, et donc poser deux questions sur le livre, parce que là, ça fait quand même un peu plein de questions sur la politique. Si vous deviez nous dire quel est le cœur de ce livre, le passage qui vous a nécessité le plus d'émotion, en même temps le plus d'investissement dans la rédaction, est-ce que c'est justement la relation peut-être de ce qu'a vécu votre famille, en tout cas votre papa, ou est-ce que c'est un autre moment du livre ? Voilà, excusez-moi, pour des raisons pratiques de temps, on va prendre les deux autres questions, les deux dernières, parce qu'après, sans ça, on risque de ne pas pouvoir avoir le temps. On va répondre aux trois. Madame. Oui, bonjour. Moi, je reviens sur la question liée à la recherche, sur la circulation de l'information scientifique et son utilisation dans la politique. Exemple, illustration, en début de cette semaine, une commission du Congrès américain vient de publier le rapport d'évaluation des prescriptions Covid des US. Le rapport, 2 ans d'audition, etc., conclut que toutes les mesures qui ont été prises n'avaient pas de fondement scientifique suffisant et qu'il y a eu en plus coordination pour une désinformation entre les autorités sanitaires, avec les autorités sanitaires et les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg a confirmé. Enfin, bref. Mais la question... Ma question est... Vous avez été ministre de l'écologie, là-dedans notamment la circulation de l'information scientifique et son utilisation et sa non-déviation est fondamentale. Et j'aurais voulu savoir comment vous aviez ressenti cette circulation de l'information, la constitution de l'information, son utilisation pendant l'exercice de vos fonctions. Et la troisième question, et la quatrième, mademoiselle et monsieur. Mademoiselle, vous en aviez une ? Non ? Oui, allez, brièvement.
c'était pour revenir par rapport à ce que disait le monsieur sur la question de l'éducation et par rapport au film dans les mathématiques. Est-ce que par rapport à ça, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une grande partie de ça qui est liée au fait que les filles sont poussées, même si c'est pas directement dit, à laisser les mathématiques aux garçons. Est-ce que vous pensez que pour régler ce genre de problème, la sociologie de l'éducation, ça pourrait être intéressant dans la formation des professeurs notamment? Voilà. Et hyper abrégé, c'est la pour dernière. rebondir sur le bazar sur le parlementaire en étant poli. Il faut savoir, et vous le savez mieux que moi, que depuis les lois Macron transversales, vous avez des lois qui impactent 20 codes. Il y en a qui impactent le code de la propriété intellectuelle, le code de douane, machin. Les juges derrière sont perdus dans leur application via des contentieux. Et vous avez déclaré, je l'ai vu dans la presse, il y a quelque temps à votre deuxième primature, qu'effectivement, il fallait revenir sur des lois plus verticales, plus simples, parce que ces lois transversales, c'est le foutoir complet. Alors là, je pense que vous avez l'habitude, une longue pratique, dont vous avez retenu les 3 questions, les 4 questions plus exactement, et on vous laisse répondre, et après on passera à la dédicace. Alors peut-être dire que, oui, le chapitre le plus difficile à écrire, c'est celui sur mon histoire personnelle, parce que peut-être ceux qui liront verront que c'est une histoire, j'ai une enfance, on va dire, un peu difficile, que j'ai pas voulu le raconter. Alors certains me disent, mais pourquoi vous n'avez pas raconté votre histoire? Et je raconte dans le livre que j'ai même rencontré une journaliste du New York Times qui me disait, mais aux États-Unis, vous auriez fait votre carrière politique sur votre histoire personnelle. Alors moi, je suis peut-être un peu d'une vieille école, mais je préférerais qu'on juge les responsables politiques sur leurs résultats. Et finalement, les histoires de com, d'image, et même les histoires personnelles. Mon histoire personnelle, la seule chose que j'ai envie qu'on en retienne, et la seule chose que moi j'en retiens dans mon action politique, c'est que je suis viscéralement attaché au fait qu'on lutte contre un mal français très profond, qu'est le déterminisme social. Et qu'on permette à chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit son adresse, quel que soit son milieu social, d'avoir les mêmes chances. Et voilà. Et donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai essayé de porter. C'est extrêmement compliqué. C'est un sujet, vous voyez, on parlait des résultats. On a fait le dédoublement des classes de CP. On a formé tous les professeurs aux maths. On a fait devoirs faits pour permettre de lever justement en fait ces handicaps liés au milieu familial. Et en fait, aujourd'hui, on n'en voit pas les résultats. Et moi, j'ai porté un plan, c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier, et c'est à cette occasion-là qu'on avait parlé d'apprentissage, un jeune, une solution, qui m'a conforté dans le fait que des jeunes dont on pense qui ne réussissent pas, dont on finit par se demander si finalement il y a une voie pour eux, eh ben, il suffit d'arriver à les aider à trouver leurs rêves. Et les jeunes, ils ont une force incroyable. Voilà. Donc c'est ce que j'ai porté dans mon discours politique, et j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu d'images dont je trouve qu'il finit par détourner du sens de la politique. Sur l'information, c'est en fait, ça paraît assez incroyable, mais je pense que globalement, le décideur politique manque cruellement d'informations. Il manque certainement, et quand on a eu la crise Covid, évidemment en urgence, on a installé un comité scientifique, qui forcément, vous ne pouvez pas challenger le comité qui est supposé challenger les décisions que vous prenez, Mais vous savez, plus profondément, quand vous passez du monde de l'entreprise, où vous avez des KPI, comme on dit en français, des indicateurs sur votre action, et que vous rentrez dans le monde politique, vous n'avez pas les indicateurs de résultats des politiques que vous menez. Et du coup, ça nous empêche de faire ce que sans doute les Anglais font bien mieux que nous, d'engager une réforme, de constater qu'elle ne donne pas les résultats escomptés, et de modifier la réforme. En fait, c'est absolument incroyable. Vous voyez, par exemple, un des sujets majeurs pour beaucoup de Français, c'est l'accès à un médecin. En 2024, on dépense 65 milliards d'euros de plus dans la santé qu'en 2017. Je pense que personne ici
n'a l'impression que ça va mieux. Et donc vous dites, où passe l'argent, deux, est-ce que quand on lance une politique pour répondre à ces déserts médicaux, est-ce que je peux avoir des indicateurs qui au moins me rassurent sur le fait que c'est en train d'évoluer dans le bon sens? En fait, vous manquez cruellement d'indicateurs. Et je l'écris, vous êtes comme un chef d'entreprise qui n'a pas de contrôle de gestion. Et vous aurez pu noter que finalement, c'est à la fin de l'année 2023 que le ministère de l'économie nous dit il y a un problème, on va peut-être avoir un problème sur les recettes fiscales. Alors vous dites, c'est marrant parce que vous, vous par exemple, vous attendez pas le mois de décembre pour vous dire est-ce que mon chiffre d'affaires est au rendez-vous. Voilà, quand vous en savez quelque chose. Non mais vous voyez, donc du coup, cette question de l'information disponible pour prendre les bonnes décisions quand vous êtes un responsable politique, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça, et peut-être je rebondis sur ce que vous dites, c'est que le Parlement, théoriquement, il a une fonction de légiférer, et puis il a aussi une fonction d'évaluation et de contrôle. Je pense qu'il légiférerait moins, il ferait des lois plus simples, il commencerait par s'assurer que les lois qui sont votées sont appliquées, et il se concentrerait sur sa fonction d'évaluation et de contrôle. Je pense que notre pays se porterait mieux. Sur les filles et les maths, oui, je pense qu'on a vraiment besoin de changer la mentalité des enseignants. Je suis désolé, mais la façon dont je discutais avec quelqu'un qui avait une fille ingénieure, même en étant en train de terminer ses études d'ingénieur, le corps enseignant lui disait « tu ferais peut-être bien de t'orienter vers la biologie ». Alors zut, non, pourquoi pas vers la physique nucléaire, pourquoi pas vers les data sciences. Et ce côté, les filles, c'est pour les matières, les matières si possible pas scientifiques, et quitte à faire du scientifique, peut-être mieux faire de la biologie, des sciences moins dures. C'est quand même un message général qui est passé et qu'il faut absolument qu'on arrive à corriger. Et d'autant plus, c'est juste pour conclure là, parce que je crois qu'on a répondu à toutes les questions, et d'autant plus à propos de ce que vous venez de dire, que nous savons bien que nous avons une filière d'excellence, y compris dans les hautes technologies. On a des Nobel femmes, qui ont dû d'ailleurs aller poursuivre leur carrière à l'étranger, comme par hasard. Donc c'est vraiment un paradoxe. Et peut-être vous dire quelque chose, vous voyez, moi j'ai été frappé en discutant avec la directrice de Polytechnique qui me dit que elle et moi globalement j'ai le sentiment que malheureusement ça n'évolue pas dans le bon sens. C'est-à-dire que sans doute avec les réseaux sociaux les codes un peu masculinistes se renforcent, que peut-être les garçons se sentent menacés alors que le sujet c'est pas de dire les filles vont pas prendre la place des garçons si elles font des études d'ingénieurs. On forme 40 000 ingénieurs en France, on en aurait besoin de 60 000. Donc il y a largement de la place pour tout le monde, mais aujourd'hui c'est plutôt en train d'évoluer, on est en train de régresser sur ce sujet, et les filles hésitent à s'orienter dans des secteurs très masculins. Vous l'avez eu dans les grands lycées parisiens, où il a fallu mettre en place un soutien psychologique pour les jeunes filles harcelées par les garçons dans les classes préparatoires. Donc du coup, ces relations sont un énorme problème. Bon, là, vous pourrez continuer à poser des questions à Madame Borne pendant qu'elle dédicacera votre livre, parce que là, il faut qu'on y passe. Entre parenthèses, ultime conclusion personnelle, privilège de l'hôte. Donc conclusion, les réseaux sociaux, les smartphones et toutes ces conneries, va peut-être falloir sérieusement s'en prémunir, en particulier dans tout le système éducatif. Là-dessus, merci, bravo. Donc, maintenant, vous